On a des salutations, Tess. Ah, Ils sont tous très pressés. J'espère que tu vas bien. très bien. Génial. J'espère qu'on a de nombreux participants à tous ces échanges. Oui, 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 oui. Et ils sont tous bien prêts. Alors, on va pouvoir commencer et lancer le petit live métier. Donc, à nouveau, on est ensemble, hein, Olivier et moi-même. Je pense qu'on n'a plus besoin de se présenter. Voilà, pour une nouvelle heure. Donc là, nous accueillons aujourd'hui Tess Pozzi, donc qui est chargée des relations institutionnelles. Tess, bonjour. Nous sommes ravis, hein, voilà, d'être avec toi aujourd'hui. Donc, tu vas pouvoir parler de ton parcours et du métier, hein, à tous nos élèves qui sont très pressés de découvrir déjà l'entreprise d'Erichebourg et puis en savoir un petit peu plus sur tes fonctions. Alors, Tess, d'Erichebourg, est-ce que tu pourrais nous en donner deux mots, nous expliquer un petit peu ce que fait cette entreprise et puis ensuite on rentrera un peu plus dans les détails sur ton métier. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. D'Erichebourg Environnement, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans le recyclage. Donc, je pense que tout le monde voit un peu ce que c'est que le recyclage, puisque c'est quelque chose auquel on essaye de nous sensibiliser de plus en plus, hein, bien trier ses déchets pour éviter de faire du gâchis de ressources. Et donc, d'Erichebourg, on recycle les déchets, notamment qui sont composés de métaux. Donc, les voitures, par exemple, donc ça, tout le monde c'est ce qu'est une voiture. On recycle des machines à laver, on recycle les déchets qui sont composés d'acier lorsqu'on déconstruit des bâtiments qui doivent être démolis. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment tous les objets du quotidien. Et donc c'est un groupe familial. Ça a été construit par la famille de Richebourg. D'accord. Et on a une implantation dans tout le territoire français. On a presque 200 sites au niveau national. Alors 200 sites au niveau national. Et d'Erichebourg a été à quelle année, hein, en quelle année a été fondée d'Erichebourg? Alors, de Richebourg, c'est une entreprise qui s'est agrandie au fur et à mesure des années, mais ça date d'il y a plus de 50 ans Ah maintenant. oui. Donc, voilà, c'est une entreprise qui aujourd'hui est toujours pilotée par la famille de Richebourg, par Monsieur de Richebourg et ses fils. Ça avait été construit et mis en place par le grand-père, Monsieur Guy de Richebourg, qui je ne sais pas si quelques-uns des collégiens ont vu le logo qui représente notre société. Oui. Donc, c'est un bison avec une roue crantée. Donc, le bison, ça symbolise la force. D'accord. Voilà, une entreprise qui va de l'avant, qui est puissante. Et puis, la roue qui symbolise la partie technique, mécanique de notre métier. Vous allez voir avec les quelques photos qu'on va vous montrer que c'est une industrie avec des usines, des outils assez imposants pour recycler les déchets. Et Tess, j'aurais une première question. Quand tu dis ces 200 sites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des décharges que vous avez ou ce sont des sites où vous achetez de la matière des décharges? Alors, les décharges, c'est un terme qui désigne des installations qui vont plutôt s'occuper des déchets qui ne sont pas recyclables. Donc, les décharges, aujourd'hui, on appelle ça des sites d'enfouissement, des installations de stockage de déchets. Nous, en fait, on intervient en amont de ces étapes puisque nous, nos installations, on va acheter des voitures en fin de vie, on va les dépolluer. Et en fait, on va, avec nos outils, séparer les différentes matières pour obtenir de l'acier d'un côté qui va aller dans la sidérurgie, donc des aciéristes qui vont produire de nouveaux produits avec. Et les déchets qui vont être envoyés en centre de stockage, en centre d'enfouissement, ce sont uniquement les déchets qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui. Donc, nous, de Richebourg, nous n'avons pas de décharge. Ce sont d'autres entreprises qui vont exploiter ces installations et voilà, qui visent vraiment à… Aujourd'hui, en France, on essaye de réduire l'enfouissement des déchets pour recycler le plus possible.
Alors là, concrètement, au sein de Richebourg, Tess, au sein de cette entreprise qui est un groupe familial spécialisé dans le recyclage, on a vu à peu près ce que c'est que le recyclage. Donc, ça permet de produire de nouvelles matières, et comme ça, on va pouvoir aussi fabriquer de nouveaux produits. Mais toi, au sein de Richebourg, donc tu as pour mission de faire connaître l'entreprise. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc moi, au sein de Richebourg, j'ai plusieurs missions. Effectivement, comme je suis en charge des relations institutionnelles, ça veut dire que j'établis des relations avec les institutions. Donc les institutions, ça peut être les ministères, le ministère de l'Environnement, par exemple, avec lequel on travaille, le ministère de l'Économie, mais ça peut être d'autres entreprises aussi pour établir des partenariats, pour recycler certaines matières, par exemple, qu'on ne recycle pas forcément aujourd'hui, ou voilà, des partenariats industriels aussi. Et c'est aller à la rencontre des élus locaux, les maires, mais aussi les députés, les sénateurs, dont le périmètre, en tout cas, est autour de nos entreprises. Donc, j'ai ce rôle-là de faire connaître ce qu'on fait, puisqu'on a c'est un métier très technique qui ne parle pas toujours, même si le recyclage, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Et du coup, j'ai aussi une mission de suivi de toutes les évolutions de la réglementation. D'accord. Voilà, puisqu'on est un secteur industriel qui fait l'objet de beaucoup de lois. Le ministère rédige beaucoup de lois pour encadrer ce secteur, pour qu'on recycle plus, qu'on limite les émissions. Par exemple, les émissions de poussière. Nos installations peuvent générer de la poussière, donc on nous impose d'avoir des équipements pour limiter ces rejets de poussière, donc pour réduire la pollution qu'une entreprise peut avoir dans l'environnement. Et donc, moi, je suis toutes les évolutions de la réglementation et je fais le lien avec les services qui participent à la rédaction de ces lois pour remonter nos retours d'expérience, les impacts que la loi peut avoir et essayer de faire évoluer aussi la loi pour qu'elle soit adaptée aux entreprises et à ce qu'elles sont en mesure de faire aujourd'hui. Et Tess, quand tu disais que tu fais connaître ton entreprise auprès des institutions, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu appelles les entreprises, les pouvoirs publics au téléphone, tu organises des réunions, tu organises des conférences, tu fais quoi exactement? Alors, un peu de tout ça. Effectivement, ça commence, quand on ne connaît pas les personnes, ça commence par écrire, faire un courrier, les féliciter de leur élection, par exemple, s'ils viennent d'être élus. C'était le cas l'année dernière avec les élections municipales. On a adressé des courriers pour féliciter tous les nouveaux maires. Et ça se poursuit si on voit qu'il y a un intérêt de la part de l'interlocuteur par l'organisation de visites. On les convie à venir visiter nos sites, par exemple. Comme ça, ils se rendent vraiment compte du métier. Et puis, si nous, on a des demandes en particulier, on peut effectivement monter des réunions pour associer des experts chez nous qui sont en mesure de parler des problèmes techniques, d'expliquer certains sujets. Voilà. Alors, avant de continuer, on a une question des élèves de Syntex qui demandent: est-ce que vous êtes à Brive? Alors, je n'ai pas la liste de toutes nos installations, mais ça, je peux le chercher. On a beaucoup d'implantations. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans tous les départements, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on a une installation qui est soit à Brive, soit à proximité. S'il y a une adresse mail ensuite, tu pourras nous la transmettre et puis oui, bien sûr. Je note aux élèves intéressés. Et puis, il y a une deuxième question, Olivier. Justement, on pourrait ajouter aussi une question d'Alex Mine. Dans quelle région vous êtes le plus implanté? Où est-ce qu'il y a le plus de sites de Richebourg? Alors, nous, on est organisé en filiales. Et donc, la filiale où on a le plus d'installations, c'est celle qui couvre les Hauts-de-France, donc toute la partie nord de la France, la région parisienne, toute l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est vraiment la région qui est la plus concentrée. On a aussi beaucoup d'installations autour de Lyon, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment dans ces secteurs-là qu'on a le plus d'implantation. Donc, dans les régions où il y a le plus d'habitants, peut-être, où il y a le plus d'humains, donc le plus de déchets, on va dire. C'est ça. Et on est dans toutes les grandes métropoles. On a des installations importantes près de Bordeaux, à Rennes, dans le sud, autour de Marseille, autour de Lille, Strasbourg. En fait, dans toutes les grandes villes qui ont effectivement, comme tu le dis, beaucoup d'habitants, mais aussi beaucoup d'entreprises et d'industries.
que nous, on collecte et on recycle les déchets des entreprises aussi. Hein. Voilà. Alors, du coup, là, tu nous as expliqué les grandes fonctions que tu occupes. Comment ta journée s'organise? Alors, ma journée, je pense que je parle d'une semaine plutôt, la journée d'une semaine, parce que c'est tellement varié que je trouve que parler sur une semaine, ça donne un peu une meilleure idée de ce que je peux faire. Donc déjà, aujourd'hui, hein, on est dans un monde très numérique, donc on écrit beaucoup de mails, on reçoit beaucoup de mails. Donc, une des premières choses que je fais en arrivant le matin, c'est quand même d'ouvrir ma boîte mail et ne pas tomber dans les pommes devant le nombre de mails reçus. Et ce que je commence à faire le matin, c'est ce que j'appelle de la veille. C'est-à-dire que je vais regarder dans les différents journaux qui existent, beaucoup en ligne, hein, numérique, les articles qui sont rédigés qui concernent le recyclage. Donc, je me tiens au courant, voilà, de toutes les actualités qui peuvent concerner soit des entreprises concurrentes de Richebourg, soit des nouveaux textes réglementaires, voilà, des nouveautés technologiques. Donc voilà, mes journées commencent par vraiment me renseigner un peu sur ce qui est publié de nouveau. Ensuite, on va dire que j'ai pratiquement tous les jours une ou voire plusieurs réunions. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre avec le Covid, hein, on fait beaucoup de réunions en visioconférence. Voilà. Et donc, bizarrement, on en fait plus, puisque là où avant, on avait une réunion, je sais pas moi, de 14h à 17h, et on avait besoin du temps pour se déplacer. Maintenant, on enchaîne 14h, 16h, 16h, 18h, il n'y a plus de pause. Oui. Mais bon, c'est temporaire, on va espérer. Voilà. Je passe beaucoup de temps au téléphone parce qu'en fait, dans mon métier, donc je dois faire connaître nos activités aux personnes extérieures, aux structures extérieures. Mais du coup, pour cela, je dois aussi, moi, bien comprendre toutes les particularités du métier qui sont… Enfin, voilà, on a énormément de métiers différents dans l'entreprise, beaucoup d'outils technologiques différents. Et moi, en fait, mon métier, c'est d'expliquer aux personnalités politiques tout ce qui, dans les évolutions qui sont en réflexion au niveau du ministère, peut impacter bien ou moins bien notre activité. Donc, leur dire, voilà, dans cette loi, par exemple, vous envisagez d'imposer tel élément. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne sont pas prêtes, ou alors elles sont prêtes, mais dans 6 mois, pour telle et telle raison. Et donc, je passe beaucoup de temps à appeler mes collègues, en fait, sur nos différentes installations pour creuser avec eux des sujets et moi, en fait, le vulgariser auprès des hommes politiques qui… Voilà, c'est un peu ça. Et donc, les sujets je travaille aussi sur les demandes de subventions. Donc, on a beaucoup de nouveaux projets malgré la crise. On a envie de construire des nouvelles unités de recyclage. Là, par exemple, on est en train de construire un nouveau centre de tri des emballages ménagers. Donc, tout ce que vous mettez dans votre poubelle de tri, hein, les canettes, les bouteilles, dans la région d'Angers, on est en train de construire un nouveau centre de tri. Et ça, c'est un exemple, mais on a d'autres projets en cours. Et donc, je monte des dossiers pour que l'État, les régions, les départements puissent nous aider financièrement sur une partie de l'investissement. On fait beaucoup de visites de sites aussi. Encore cette semaine, on a eu la visite de personnes qui travaillent au ministère de l'Environnement. Là, l'idée, c'est encore une fois de montrer ce qu'on fait, pour que les textes réglementaires qui sont publiés prennent bien compte des activités des entreprises. On participe, je travaille beaucoup aussi sur la communication. Donc là, par exemple, la semaine dernière, on avait un tournage de France 3 Île-de-France sur une de nos installations qui recycle les machines à laver. Et ça passe normalement demain à 10h45. Voilà, donc sur la chaîne France 3 Île-de-France. Donc, il y a… Soyez connectés. Oui, on a plusieurs. J'ai vu une question passer. Effectivement, ne t'inquiète pas, on a l'œil sur le chat. Tu peux effectivement continuer ce que tu disais, mais peut-être qu'on peut effectivement donner déjà une première question. Il y a de Pantin qui demande est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Oui.
Alors oui, nous, on est un leader dans le secteur du recyclage des déchets métalliques puisqu'on est l'entreprise principale, mais on a des centaines de concurrents. Parfois, c'est des entreprises, donc des PME, des petites et moyennes entreprises qui ont un ou deux sites, par exemple, donc qui sont implantés très localement. On a aussi plein d'entreprises qui sont des entreprises familiales, mais qui ont, je sais pas, en Bretagne, par exemple, qui sont implantées quand même au niveau de la région, qui ont 10, 15, 20 entreprises. Et après, c'est vrai que dans le secteur du recyclage, les groupes comme de Richebourg, ils ne sont pas très nombreux. Il y en a, on va dire, 5 qui ont à peu près notre taille ou qui sont plus grands, mais qui sont spécialisés sur le recyclage des plastiques, par exemple. Nous, on n'est pas vraiment spécialisés sur le recyclage des plastiques. Donc après, chacun a ses spécialités. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une industrie qui se développe de plus en plus. Et qui essaye de recycler de plus en plus de matières. Par exemple, il y a quelques années, il y a une filière qui s'est créée, qui est en train de se développer sur le recyclage des bateaux de plaisance. Voilà. Et Tess, quand tu disais que chaque déchet sa filière, c'est-à-dire une canette, vous recyclez en canette ou vous la transformez en matière pour produire autre chose? Alors, il faut comprendre que dans le secteur du recyclage, on est toute une chaîne d'acteurs. Donc, en amont du recyclage, il y a la collecte. Il faut bien que les déchets soient collectés quelque part et soient triés. Donc, c'est pour ça le rôle. Je m'adresse à vous en tant que citoyen. Vraiment, le tri chez vous, c'est très important parce que c'est ça qui permet d'éviter que les déchets soient enfouis ou incinérés. Et donc, l'entreprise de recyclage, en fait, son métier, c'est de séparer, de casser un peu le déchet pour, au niveau de la voiture, mettre de côté tout ce qui est acier, tout ce qui est aluminium, tous les métaux, tout le reste, les plastiques, les mousses, les textiles de siège. Et nous, notre métier, par contre, ensuite, c'est de vendre ces matières qui ont été séparées et triées, qu'on appelle les matières premières issues du recyclage. On les vend à des entreprises qui, elles, vont fabriquer des produits. Donc, par exemple, l'acier, on va le vendre à des aciéristes qui vont fabriquer ce qu'on appelle des morceaux d'acier qui ensuite vont être vendus à l'industrie automobile, au métier du bâtiment pour construire ce qui permet de rendre solide un bâtiment. Et donc pour l'aluminium, c'est pareil. L'aluminium, il va être envoyé, les canettes en fait vont être envoyées, les canettes d'acier vont être envoyées en acierie et vont permettre de fabriquer autre chose, mais pas forcément une canette. Donc, ça va effectivement, dépendre. Tess, là, ce que tu nous expliques, alors il y a plusieurs choses. On voit qu'il y a un vrai travail qui est fait pour que tu puisses faire connaître du coup l'entreprise, un gros travail aussi de réflexion et de veille. Est-ce qu'on a une question effectivement qui nous est posée par un élève et qui demande est-ce que ce n'est pas trop difficile au quotidien? Alors, difficile, disons que c'est très riche. Je n'ai pas forcément toujours le temps de faire des pauses, mais c'est pas difficile. Moi, c'est passionnant. En tout cas, là, ça fait 2 ans que je suis dans cette entreprise et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment de pouvoir travailler avec beaucoup de personnes différentes, que ce soit en interne de l'entreprise ou avec toutes les personnes extérieures, de pouvoir me déplacer, de pouvoir aller sur des sites, de pas être tout le temps derrière un bureau. Donc ça, moi, je suis tout le temps un peu à droite à gauche. Parfois, j'avais des collègues qui me disaient mais t'étais où? T'étais en vacances? Non, ça fait juste 2 semaines que j'étais à droite à gauche. C'est exigeant, c'est dur dans le sens où c'est exigeant. On s'adresse à des personnes, voilà, qui n'ont pas le temps, à qui il faut parler très simple, enfin, disons aller droit au but, qui n'ont pas de temps à perdre. D'accord. Donc en fait, c'est un métier exigeant, mais il y a ce côté quand même plaisant où tu te déplaces, où tu es au contact en fait de auprès de différents interlocuteurs, mais ça peut être aussi difficile parce que effectivement, il y a en termes d'amplitude horaire, c'est aussi assez chargé, si je puis dire. Oui, après, c'est une question d'organisation. Il faut prioriser et c'est sûr que
il y a des choses qui attendent plus tard et on traite les dossiers où on a une deadline, hein, où je sais que je dois faire un retour pour telle date. Ben, c'est ça qui va passer en priorité par rapport à un autre sujet. Une autre petite question sur les horaires. Alors, en termes d'amplitude, oui. Alors, Tess, oui, effectivement, là, une question qui concerne les amplitudes. Combien d'heures tu fais par jour? Et aussi, une autre question, c'est que comme tu parles d'organisation, quelles sont les différentes qualités et compétences pour faire ton métier? Alors, en termes d'amplitude horaire, moi, je m'impose d'avoir du temps pour ma vie personnelle. Donc, j'estime que je ne fais pas je n'ai pas une amplitude horaire complètement affolante. Je commence rarement avant 8 heures du matin. Donc, c'est plutôt entre 8h30 et 9 heures. Ça va dépendre, hein, si des semaines où j'ai des urgences pas possibles, ça va être un peu plus tôt. Et j'essaye de ne pas partir après 19 heures. Donc, c'est quand même des longues journées parce que c'est assez intense. Mais voilà, alors ça, c'est les journées où il n'y a pas de déplacement. C'est sûr que les journées où je dois partir de Paris pour aller sur un site à Marseille, soit je pars la veille, donc ça me prend la soirée aussi, soit effectivement, il faut se lever très tôt pour prendre le train, mais ça, c'est pas le quotidien non plus. Donc, c'est… Et sur les compétences pour l'organisation, qualité, ouais. Disons qu'il faut être assez rigoureux et pour ne rien oublier. Enfin, moi, j'ai tout bêtement, j'ai un tableau avec pour chaque jour ce que je dois faire et voilà, j'ai une vision sur toute la semaine un peu des choses que je dois faire. Je note au fur et à mesure tout ce qu'on me demande, tout ce à quoi je pense, parce que je me dis que c'est plus rassurant de l'avoir sur papier. Si ça reste dans ma tête, il y a de fortes chances que certaines choses passent à la trappe. Donc après, c'est ça, c'est vraiment… Et puis être réactif aussi, parce que les gens apprécient quand ils vous demandent quelque chose, ils n'ont pas envie d'avoir à vous relancer. Donc l'idée, c'est toujours d'essayer de faire les choses voilà, assez rapidement et il faut être… bon, je ne sais pas exactement quelle qualité l'organisation. Après, je pourrais même dire qu'il y a une compétence importante. C'est assez… Vraiment… je pense que ça se… Ah, il y a un tout petit souci de réseau. Là, on t'a peut-être perdu pendant une seconde. Je n'ai pas bien entendu la question. Tu nous entends là? Ah. Okay. Super. Il y a eu un petit souci de réseau. Pour récapituler en termes de compétences, donc ça nécessite d'être organisé, hein, bon, pour pouvoir gérer de front toutes les tâches quotidiennes, d'être réactif, dynamique, et puis je suppose force d'initiative et de proposition. Oui. Oui. Après, dans mon métier, il y a aussi une grande partie de rédaction. Donc ça, c'est sûr que je passe mon temps à rédiger, que ce soit des mails, des courriers, des notes, faire des comptes rendus pour ma direction ou mes collègues, des réunions auxquelles je participe. J'ai aussi un rôle d'accompagnement de ma direction, donc c'est-à-dire que je vais préparer ce qu'on appelle des éléments de langage. Le directeur général de Richebourg, il est très pris et quand je participe avec lui à un rendez-vous, il ne suit pas dans le même détail que moi et c'est normal les sujets. Donc moi, je dois le briefer avant, donc c'est-à-dire que je vais vraiment aller à l'essentiel, lui rappeler pourquoi on a ce rendez-vous, quel est le sujet, quel est l'objectif du rendez-vous. Et puis il y a aussi donc moi, le conseil que je peux donner pour la rédaction, c'est vraiment lisez autant que vous pouvez des romans, des policiers, des polars, des BD, vraiment tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qui vous aidera aussi plus tard à avoir une facilité à écrire, à ne pas faire de fautes d'orthographe. Parce que les fautes d'orthographe, pour moi, c'est pas inné, c'est vraiment la lecture qui fait que votre cerveau, il va imprimer comment s'écrit un mot. Il n'y a pas de secret. Et puis après, il y a la question orale aussi. Enfin, je passe beaucoup de temps à parler, à expliquer des choses. Donc, il faut aussi beaucoup de patience parce que sur les sujets qui sont importants pour de Richebourg,
ben, il y a des sujets qui vont durer une année où je vais quand même répéter les mêmes messages, essayer de convaincre des personnes. Donc, c'est aussi un peu d'acharnement Donc, ton métier à toi exige quand même d'avoir des Mais bon, comme compétences c'est des personnes écrites et différentes à orales chaque assez fois, fortes. Est-ce que c'est tu peux nous toujours dire nouveau à nos jeunes, d'une manière parce que ou nous d'une avons le autre. Collège Cadeau qui pose la question, quelle formation as-tu fait pour faire ce métier-là? Justement, nous allons y venir de parler un petit peu du parcours d'études de Tess. Alors, je pense qu'on peut peut-être partir depuis le bac sur ton parcours. Ah, on a repéré Tess. Ah oui, super. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Oui, donc depuis le bac, donc moi j'ai fait un bac littéraire, donc j'ai fait ma première, bon, je sais plus, je crois que ça a changé un peu aujourd'hui, mais donc j'étais vraiment dès la première, j'étais dans une spécialité littéraire. Voilà, moi j'ai toujours adoré lire. Enfin voilà, je suis d'origine anglaise et italienne, donc les langues c'est aussi quelque chose qui m'a toujours plu. Donc pour moi la formation littéraire c'était vraiment mon rêve, on va dire. Et ensuite, comme je ne savais pas du tout quoi faire après le bac, enfin, disons que j'avais pas un métier auquel je pensais, je n'ai pas eu envie de me spécialiser tout de suite. Quand j'ai obtenu mon bac, vraiment, j'étais complètement perdue dans ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle une prépa. Donc, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, parce qu'en fait, c'est une formation, donc ça a souvent lieu dans les lycées, et ça prépare à des concours assez difficiles, mais finalement, c'est pas il y a plein de personnes qui font ces formations-là et qui ensuite, comme c'était mon cas, vont à l'université. Donc les classes préparatoires, ça permet d'avoir un peu un modèle qui est dans la poursuite du lycée, parce qu'on a, dans mon cas, moi c'était donc une prépa littéraire, on a de l'histoire, de la géographie, de la philosophie, des langues, des lettres. Et moi j'étais spécialisée en histoire-géographie. Et donc, en fait, j'ai fait 3 années de classe préparatoire. Et l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une double licence. Donc, je suis passée tout de suite en 4e année à l'université. Moi, j'ai beaucoup aimé ce parcours parce que c'était passionnant d'approfondir vraiment les matières. On se rend vraiment compte de ce que c'est que l'histoire, parce qu'on va fouiller dans beaucoup de livres avec des thèses différentes. Enfin, on pousse vraiment très loin les sujets. Et on a des super profs. Donc, c'est là que, disons que mes compétences de rédaction, c'est là que je les ai développées beaucoup. Parce voilà, il y a une exigence, mais c'est là aussi que j'ai trouvé mes meilleurs amis. Enfin, voilà, il y a une dimension très forte qui rassemble. Et ensuite, du coup, à l'université, je me suis spécialisée en géographie de l'environnement. Donc, je suis géographe de formation, pour répondre à la question. Et c'est pas une discipline qui est très connue des jeunes, parce que quand on fait de l'histoire géo au collège ou au lycée, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont passionnés de géographie. Mais en tout cas, moi, j'ai découvert la géographie et vraiment, c'était super. Et donc, tu es rentrée Et en fait, chez c'est via la Derichebourg géographie de en l'environnement 2019. qu'un peu par hasard, je me suis retrouvée dans le recyclage. Oui, c'est ça. Et pour la petite anecdote, la photo que j'ai trouvée dans mes archives qui apparaît, donc c'est quand oh là là, c'était il y a plus de 10 ans. Et donc là, j'étais en classe préparatoire, j'étais chez ma grand-mère dans sa cuisine en train de travailler le soir en pour pyjama. revenir Donc sur ton c'était un peu du métier, travail sans relâche, mais est-ce que tu pourrais ça avait nous des dire côtés ce que tu sympas aussi. apprécies le plus dans ton métier? Oui. Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment, comme je le disais, d'être en contact avec vraiment tout un type de personnes. Donc, en interne, je connais beaucoup. Enfin, disons que sur chacun de nos sites, on a des responsables, des directeurs d'exploitation, et puis plein de métiers différents sur chacun des sites. Hein, des personnes qui sont responsables de la ligne de recyclage, des chauffeurs ou des conducteurs d'engins.
voilà, on a plein de métiers différents. Et en fait, dès que j'ai des questions, je les appelle pour savoir s'ils peuvent m'expliquer comment fonctionne tel ou tel point, parce que voilà, je dois le remonter à telle personne à l'administration. Donc, je suis tout le temps en train de les appeler. J'aime beaucoup le fait de suivre vraiment les sujets d'actualité. Voilà, je suis obligée de suivre toutes les nouvelles lois en discussion quand elles concernent le recyclage. Moi, j'ai aussi une sensibilité. J'adore, enfin, je suis très sensible à toutes les questions environnementales. Donc, j'ai aussi, moi, je suis très heureuse de travailler pour une entreprise qui travaille dans le recyclage et qui permet d'économiser des ressources. J'apprécie beaucoup le fait que ce soit une entreprise qui soit dirigée par la famille de Richebourg. Ça donne encore plus de sens à ce qu'on fait. Voilà, on sait que pour eux, c'est vraiment c'est leur sens, c'est leur société, c'est leur avenir. Du coup, aujourd'hui, c'est monsieur Daniel de Richebourg qui est le PDG de l'entreprise, et ses deux filles qui sont présidents des deux principales branches de l'entreprise. Et voilà, moi, le fait de pouvoir travailler directement avec Thomas de Richebourg sur les sujets que je suis, c'est un vrai plaisir, et on se sent utile au quotidien. Parce qu'il semblerait qu'il y ait un petit décalage, ce qui fait que nous avons l'impression de… Alors, nous, on ne l'entend pas, mais il semblerait que nous parlons un peu par-dessus ta voix. Donc, je crois qu'il y a un petit décalage, Solal. Est-ce que tu peux vérifier ? Je pense qu'il y a un décalage lié au réseau. Est-ce que tu pourrais effectivement regarder si c'est toujours le cas, s'il te plaît? C'était le cas tout à l'heure. Là, ça va. Nous, on n'a pas l'impression qu'il y a un décalage. Non, on ne l'entend pas, D'accord. Alors, on s'excuse. Je pense qu'il doit y avoir un… Par contre, moi, je ne vous vois plus. Oui, Tess. D'accord. Bon. Nous, on te voit. Moi, je ne vous vois plus. Donc, on continue quand même. Okay. Alors, Tess, est-ce que tu nous entends en direct, ou c'est encore le cas au niveau des participants? Est-ce qu'on a l'impression de parler aussi en même temps que Tess? Est-ce qu'on pourrait nous confirmer ou pas que… D'accord. Bah, nous aussi, on t'entend. On n'a pas l'impression. Moi, je vous entends bien. Parce que nous, de notre côté, tout a l'air d'aller bien. Donc, dans ce cas, on continue. Alors, on va essayer de continuer. On va faire au mieux. Excuse-moi, Tess. On espère. Okay. Alors, je vais te laisser continuer effectivement sur ce que tu disais sur le fait que tu apprécies grandement ton métier. Ah, nous avons perdu Tess. Voilà, les participants entendent bien également. Alors, nous avons perdu Tess. Est-ce que tu nous entends? Non. Ok, c'est sûr. Oui. Du coup, en plus de ce que je viens de développer, il y a aussi le… Ah. Là, okay. C'est bon. Je pense qu'on a repris la connexion. Oui. Alors, du coup, ce que j'apprécie aussi, c'est le fait que j'aime bien jongler entre plein de… Donc, du coup, moi, c'était un peu sur ce que j'aimais. D'accord. Alors, c'est un petit peu coupé. Est-ce que tu pourrais juste synthétiser en 3 phrases ce que tu, effectivement, nous donnais comme information? Oui. Du coup, ce que j'apprécie dans mon métier, c'est donc d'être en relation avec plein de personnes au sein de mon entreprise et en externe, que l'entreprise donc soit dirigée par la famille parce que ça donne du sens à notre métier, et puis le fait d'être sur beaucoup de types de sujets en même temps, parce que j'aime bien fonctionner comme ça, et ça me stimule beaucoup. Des fois, je suis un peu une pile électrique. Je marche dans tous les sens pour aller récupérer un truc à l'imprimante. On m'appelle en même temps. Mais j'aime bien fonctionner comme ça. Donc,
Selon sa chacun fonctionne personnalité, comme effectivement. selon sa Et personnalité. est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner à nos élèves qui souhaiteraient, en tous les cas, exercer le même métier ou du moins être dans en tout cas, le même domaine, le même secteur, hein? Oui, alors déjà, je pense qu'il faut être passionné, en tout cas avoir un intérêt vraiment dans ce qu'on fait. Quand on choisit un métier, moi je trouve que pour moi, en tout cas, c'est important de trouver que ce qu'on fait, c'est intéressant, que le métier de l'entreprise, il a un sens, quel qu'il soit, hein. Je pense que si on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on veut faire quand on sort, enfin au lycée ou quand on doit choisir son orientation post-bac, ben c'est bien de s'orienter vers des formations qui permettent de ne pas choisir trop tôt un métier, que ce soit après le collège ou après le lycée, hein, mais vraiment en tout cas de se sentir vibrer un peu par ce qu'on choisit. Après, c'est vraiment de rester à l'écoute sur des fois, c'est pas un métier. Enfin, vous voyez, moi, ce que j'aime, c'est écrire la littérature. Bah, finalement, c'est pas un métier en soi, Donc, ça. du Mais coup, je m'en sers beaucoup là, aujourd'hui. effectivement, Donc, c'est aussi être peut-être c'est nous. plaît aujourd'hui. Alors, Tess, je pense qu'il y a un petit. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations, des startups, des nouveaux métiers. Quand vous chercherez un métier qu'on ne connaît pas. Un petit problème de réseau, je pense. Du coup, c'est un petit peu décalé. Ah, oui, je vous entends plus très bien. Ok. De notre côté, là, ça a l'air d'être bon. Donc, si je récapitule. D'accord. Alors, pourtant, moi, ça s'affiche bien. Très bien, d'ailleurs, j'ai mis la petite diapositive. Quel que soit le métier, c'est important d'être passionné. Donc, comme tu le disais, il faut que ça te fasse, il faut vibrer, hein, c'est le terme que tu as utilisé, de ne pas voir le temps passer et de trouver un intérêt dans ce que l'on fait. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, quelles opportunités croiseront notre chemin, quel nouveau métier il y aura demain. Ce n'est pas grave de ne pas se spécialiser trop vite et de rester ouvert. Je pense que là, c'est vraiment un très, très bon. Ce sont deux gros beaux messages, par ailleurs, que tu donnes à nos élèves. Est-ce que tu pourrais effectivement peut-être le compléter ou ajouter des éléments de détail? Oui, c'est vrai que quand je parle d'opportunités, moi, finalement, tout mon parcours professionnel, ça a été des surprises un peu. Mon premier métier, c'était dans une autre structure qui représentait les entreprises de recyclage. Donc, c'était une fédération professionnelle. C'était une offre d'emploi que j'ai trouvée, un peu par hasard sur Internet. Le recyclage, je me suis dit pourquoi pas, c'est chouette, c'est dans l'environnement. J'ai regardé ce qui était demandé, ça me paraissait aller, mais c'était un hasard et je suis restée 5 ans dans cette structure. Depuis, je n'ai jamais quitté le recyclage et De Richebourg, c'est une entreprise qui est membre de cette fédération et c'est comme ça que je suis arrivée chez De Richebourg. Donc, en fait, c'est vraiment tout un enchaînement ensuite, simplement parce que j'ai postulé à une offre un peu par hasard. Donc, et après, en autre conseil, c'est surtout quand on travaille, après, il faut pas avoir peur de faire des erreurs, surtout quand on commence, parce que c'est comme ça qu'on apprend et c'est un des conseils qu'on m'avait donné à moi parce que ça m'est arrivé de faire des erreurs et c'est des erreurs que je n'ai plus jamais faites ensuite. Donc, c'est comme ça qu'on apprend et je pense que c'est pareil quand on est au collège ou au lycée, c'est en se trompant tout est une qu'on leçon. finit par comprendre et à bien apprendre. Cela. Oui, et il faut savoir aussi ne pas se vexer quand on va nous dire, ben voilà, tu aurais dû faire comme ça, j'aurais aimé que tu m'en parles avant. Et c'est aussi en se trompant sur là, on est sur de la compétence humaine plutôt, c'est voilà, on écrit à telle personne, il faut en informer
telle autre parce qu'elle travaille sur le même sujet, ne pas vexer les gens avec qui on travaille. Enfin, après, c'est de l'apprentissage qui se fait au fur et à mesure. En tout cas, il ne faut pas se vexer quand on nous fait un reproche au travail. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a des personnes qui sont plus ou moins douées pour faire des reproches, donc qui vont être un peu maladroites. Bon, voilà, il faut savoir qu'il y a de tout aujourd'hui et ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, il faut travailler avec, accepter comment sont ses collègues et puis essayer de faire sa place parce que l'entreprise, pour moi, c'est le prolongement de ce qui se passe à l'école, à l'université ou dans les écoles après le bac. C'est le prolongement c'est des relations humaines, hein, c'est le prolongement de ce qui se passe au lycée et au collège. Donc, ça reste plein de personnes différentes. Même si on n'est pas censé être amis, c'est quand même plus agréable quand ça se passe bien et quand on s'entend bien. Donc voilà, faire au mieux pour que Tess, on a le plein de travail questions en des jeunes équipe qui concernent la mixité. Nous avons voilà, Timothée, passe le Ricky et mieux au aussi quotidien, Valentine et Ethel qui posent la question concernant la mixité. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ton entreprise? Quel est le taux de femmes qui travaillent chez Derichebourg? Alors, j'ai pas le taux en tête, j'ai pas le taux, la moyenne nationale en tête, mais c'est vrai que de plus en plus, alors c'est un métier qui historiquement était quand même plutôt masculin parce que il y avait des manipulations où vraiment il fallait de la force. Aujourd'hui, on est quand même dans des métiers qui s'industrialisent, qui se mécanisent, qui se robotisent, donc plus forcément besoin de cette force-là. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui viennent sur nos métiers. Je vous invite à regarder après, si ça vous intéresse, ce sujet sur le LinkedIn de Richebourg Environnement, puisqu'il y a un an, à l'occasion de la Journée de la femme, on avait fait plein de portraits justement sur les différents types de postes qui sont occupés par des femmes chez de Richebourg. Et on va le faire aussi un peu de manière différente pour le 8 mars prochain. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on a des postes de responsabilité qui sont occupés par des femmes, des présidentes de filiales, des directeurs de sites. On a aussi des postes techniques qui sont occupés par des femmes, hein, des opérateurs de tri. On recherche aussi cette mixité de plus en plus. Mais après, le problème, c'est que il y a encore ancré dans l'image, dans la tête de tout le monde, l'industrie, c'est pas forcément pour les femmes. Et donc voilà, en effet, il faut oser. il faut aussi que les gens postulent chez nous pour qu'on puisse avoir la chance de les recruter. Sur la mixité dans les métiers. Et donc, effectivement, on poussait les élèves à ne pas se freiner dans leur choix de métier et où leur choix de formation. Ça passe d'abord parce que l'on aime faire soi, ce que l'on est, ce qui nous anime, plutôt que de rester focalisé sur certaines paroles qui peut émaner de la sphère familiale ou amicale et autres. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de s'extraire justement de tous ces clichés que l'on pourrait avoir. Mais par exemple dans ton équipe, alors est-ce que tu es toute seule ou il y a des personnes en fait avec toi? Il y a combien de personnes dans ton équipe? D'accord. Alors moi, je suis toute seule dans mon équipe, dans le sens où moi, en fait, je suis rattachée à la direction générale, donc je suis toute seule à faire le métier que je fais. Mais par contre, les gens avec qui je travaille au quotidien, c'est vrai que il y a quand même aussi beaucoup d'hommes. D'accord. Donc là, on va dire, je pense pas que les personnes avec qui je travaille, ce soit autant de femmes que d'hommes. Mais ça l'est quand même. De plus en plus, assez quand mixte, même, quand même. certaines femmes postulent au sein de l'entreprise. Donc, j'invite notre équipe de modération à mettre le LinkedIn également, comme tu le disais, Tess, pour qu'ils puissent effectivement y jeter un coup d'œil. Il y a alors, on arrive bientôt à la fin, mine de rien, ça passe vite. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a je présume, des idées reçues, vu qu'on est en train de parler de stéréotypes et de clichés. Quelles sont les idées reçues qu'il y a sur peut-être soit ton métier ou du moins peut-être sur Derichebourg à proprement parler?
Alors, sur le métier de Richebourg en lui-même, c'est vrai qu'on est une entreprise quand on en parle avec nos amis ou la famille. Les gens voient souvent passer dans les villes où on a des contrats avec les collectivités, voient passer les camions de Richebourg et pensent qu'on fait uniquement de la collecte de déchets, par exemple, et ne connaissent pas notre dimension industrielle avec le recyclage. Donc là, vous voyez en fait sur les images, voilà les engins qui sont sur nos sites. Là, c'est des visites de sites avec des députés, les tas un peu de déchets que l'on recycle sur les installations. Et là, typiquement sur la photo à gauche, c'est une présidente de filiale. Donc là, voilà, je montre nos qui élèves dirige une de nos principales filiales au niveau du groupe. Là aussi, pareil, sur la photo de droite au milieu. Donc, je crois qu'il y a, il y a la centrale derrière, si je ne m'abuse. Elle va arriver. Il y a un petit décalage. Alors, je ne suis pas sûre de voir la même photo, moi. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Mais oui, exactement. Là, c'est plusieurs visites qu'on a faites. Et le bâtiment bleu que vous voyez, c'est effectivement un outil qui permet de recycler les déchets. Donc, ça permet de broyer une voiture, par exemple, et d'obtenir plein de fractions différentes selon les matières. Donc ça, effectivement, c'est typiquement oui, voilà, tout à fait. Les notes que tu peux rédiger, les différents échanges que tu as avec les partenaires publics. Donc, ça peut être les ministères, les députés. D'accord. Oui, voilà, là, c'était plus pour montrer. Il y en a. Alors, je suis passée juste avant sur le côté veille, la partie rédactionnelle de mon métier, en lien avec la thématique. Là, effectivement, il y a ton petit tableau de suivi des évolutions réglementaires. Tu parlais effectivement que tu participais lorsque tu parlais d'adaptation de la loi. Il y a beaucoup de lois qui sont votées. Donc, du coup, il y a aussi un suivi à faire. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand il y a une loi qui est votée, la loi en elle-même, elle n'est pas applicable. Il y a plein de textes, ce qu'on appelle des arrêtés, des décrets, qui viennent préciser la loi. Et ça, c'est ce que je dois suivre. Quand la loi est sortie, il y a généralement encore 1 an ou 2 ans de suivi pour que tous les articles de la loi soient mis en œuvre dans d'autres textes réglementaires. C'est assez juridique. C'est vrai que j'ai une dimension assez juridique dans mon métier finalement aussi. Mais je n'ai pas fait d'études de droit. Donc, comme quoi, vraiment, tout peut s'apprendre. À partir du moment où on est curieux, on peut vraiment développer des compétences sans être juriste. Je passe mon temps à lire des textes de loi. Donc et je crois qu'il y avait d'autres sur les idées reçues. Voilà. Là, j'ai parlé des idées reçues de Richebourg, mais sur le métier que je fais, en fait, donc les relations institutionnelles, on appelle ça souvent du lobbying. Et en fait, il y a une image qui reste encore négative du lobbying parce que les gens se disent que ça va à l'encontre de l'intérêt général. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les lois elles sont rédigées, ça a toujours été comme ça. L'administration, elle doit s'appuyer sur toutes les parties prenantes, les entreprises, les associations, les élus locaux, pour que chacun donne son avis, sa vision par rapport à sa connaissance du sujet. Et ensuite, le ministère, le gouvernement fait un peu la synthèse de tout ça et ça fait partie du processus démocratique en fait. Donc, ce qu'on appelle lobbying, ça veut simplement dire qu'on représente, on va défendre un intérêt. Donc, dans mon cas, c'est un intérêt privé d'une entreprise, mais en fait, c'est des intérêts qui sont globalement, qui concernent toutes les entreprises du secteur du recyclage. Absolument. Après, une des idées reçues, ça peut être que le lobbying s'est éloigné du terrain. Je pense que je vous ai montré que ce n'était pas le cas parce que je vais sur des sites, je rencontre plein de personnes. Et puis après, peut-être que c'est des postes qui sont ouverts que aux gens qui ont fait Sciences Po, par exemple, donc des grandes écoles. Et là encore, c'est pas le cas puisque moi j'ai été à la fac, donc à l'université. Donc j'ai fait un parcours qui n'a rien coûté à mes parents. J'avais la chance de vivre en région parisienne, donc c'est vrai que je n'ai pas eu à prendre un appartement pour mes études. Mais voilà, j'ai fait des études gratuites, publiques. Et bien, sur ces mots, Tess, ça permet de faire ce que l'on souhaite ensuite
Nous allons dans te certains domaines. remercier en tout cas pour cet échange qui a été assez riche. Il y a tout plein de questions encore. Bon, on n'a pas pu répondre à toutes les questions du chat, mais on espère effectivement un autre moment avec toi. Ce fut un plaisir en tous les cas. Merci beaucoup, Merci à toi, merci à tous. À très bientôt et puis bon courage à tous pour l'école. Je sais que c'est pas facile en ce moment, donc persévérer.